Bien, bonjour à tous. On va commencer. Je crois que tous ceux qui sont intéressés à assister à la conférence sont arrivés. Donc, je vais vous parler d'une nouvelle méthode que j'ai imaginée qui permet de protéger efficacement l'accès à des ressources d'Internet contre les attaques des DOS et la reconnaissance avant l'attaque. Pour commencer, je vais me présenter. Bon, je me nomme Clément Gagnon, je suis un consultant senior. J'ai la tête blanche et la barbe blanche aussi, mais je l'ai rasée pour que j'ai l'air un petit peu plus jeune. J'ai quelques certifications en sécurité. Je suis né dans la technologie. Moi, mon père était un hacker sans le savoir à l'époque. Il a fait bien des choses, des blue box. Il a fabriqué des équipements espions pour mettre dans les valises, affaires de ce genre-là. J'ai appris à coder tout seul. Je sais manier un fer à souder. Et j'ai eu accès à Internet bien avant la vague, au début des années 90, parce que j'ai eu la chance de travailler dans une université, la télé-université, pour ne pas la nommer. Donc, j'ai vu la naissance, j'ai vu la vague Internet arriver, donc les Gophers, pour ceux qui s'en souviennent, qui est avant le web en tant que tel. Après ça, il y a eu Mosaic, Netscape et tout ça. Donc, on faisait des kits de 10 disquettes, 3 pouces et demi, pour envoyer à Mosaic à des étudiants à distance. En tout cas, c'était bien le fun. C'était moins compliqué à l'époque. La petite histoire d'OTH pour One Time Hostname ou la sérendipité. Donc, c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent, mais c'est un mot qui se place bien dans une conversation. Ça fait cultiver d'employer ce mot-là. Donc, que signifie le mot sérendipité? Je me suis pratiqué à le dire d'ailleurs. C'est un mot qui désigne la capacité de l'être humain à faire une trouvaille heureuse sans avoir planifié sa découverte. Donc, comment c'est arrivé? C'est qu'en 2017, j'étais dans une file d'attente pour embarquer dans un avion. Et là, je me disais, bon, il faudrait bien que je m'installe un VPN pour que j'aie accès à mes trucs à distance. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis si j'en installe un, bon, je vais être scanné, un paquet de monde va essayer de rentrer dessus, des bots, tout ça. Là, je me suis dit, bien, pourquoi que mon point d'accès ne serait pas mobile à Internet, puis il y aurait seulement moi qui saurais, qui sait le nom du point d'accès, ainsi que, bien évidemment, l'adresse IP qui est associée. Donc, je me suis mis à penser à ça, puis là, je me suis dit, bon, est-ce que ça existe? Ça existe sûrement déjà, ce type de truc-là. Donc, j'ai embarqué dans l'avion, je suis allé à Toronto, je suis allé assister à des conférences qui étaient fort ennuyeuses, d'ailleurs. Donc, j'ai passé le plupart du temps à chercher avec mon téléphone mobile, est-ce que ce truc-là existe? Et je n'ai rien trouvé. En tout cas, dans les recherches que j'ai faites. Donc, c'est là que l'idée a commencé à germer. J'ai fait des dessins, j'ai fait du code et tout ça. Mais en réalité, l'idée que j'ai eue, c'était pour résoudre un problème. Mais quel est ce problème en question? C'est qu'un service Internet est connu par ce qu'on appelle un FQDN ou un Full Qualified Domain Name et une adresse IP qui lui est associée. Bon, il peut y en avoir plus qu'une, mais il est connu sous ce nom-là. Ce qui arrive, c'est que c'est statique. Par conséquent, un service Internet est continuellement exposé sur Internet. Donc, il est exposé, évidemment, pour être consommé, mais il est aussi exposé pour être attaqué. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est le modèle du MITRE, MITRE ATT&CK. Donc, ça montre une séquence d'attaque, une séquence conventionnelle. Donc, il y a une phase de reconnaissance, il y a une phase qu'on appelle weaponize. Après ça, bon, il y a un payload qui est installé pour du code pour exploiter une potentielle vulnérabilité. Après ça, c'est exploité, etc., etc. L'idée que j'ai eue permet de mitiger les deux premières étapes d'une attaque, c'est-à-dire la reconnaissance et ce qu'on appelle le weaponize, où on installe quelque chose qui permet d'exploiter une vulnérabilité. Donc, la partie reconnaissance, c'est quoi? Bien, essentiellement, c'est du balayage ou un scan par des bots. Donc, dès que vous connectez quelque chose sur Internet, là, ça ne prend même pas 2 minutes, ça se met à être scanné par un paquet de trucs, là, quelquefois légitimes et quelquefois illégitimes. Donc, à 30% du trafic sur Internet, c'est de la cochonnerie. Donc, c'est des bots malveillants qui scannent, donc c'est des bots qui peuvent être plus ou moins sophistiqués. Donc, ce qu'ils font, bien, soit qu'ils envoient un paquet de trucs là, qui est la vulnérabilité du jour, là, avec notamment WordPress, là, qui est probablement une des pires affaires qui existent sur Internet. Là. Donc, aussi des scans sur des vulnérabilités qui ont
des 0D qui ont été découvertes, et aussi des scans où il essaie les noms d'usagers et mots de passe connus, là. Donc, c'est la reconnaissance. Si votre système réagit, bon, ben, c'est ramassé par le bot, puis là, c'est pris en charge soit par un autre bot plus spécialisé ou par un adversaire qui est déterminé et compétent. Et là, vous risquez d'être dans les problèmes parce que lui, il sait comment aller plus loin dans votre truc. Donc, la partie reconnaissance, c'est on scanne, on fait une tentative d'intrusion d'exploitation de vulnérabilité connue, et après ça, ben, c'est l'autre étape qui commence, c'est-à-dire qu'on weaponize, on essaye de rentrer dans votre système. Donc, c'est une attaque souvent c'est des attaques de déni de service qui sont distribuées, donc des DDoS. Ça peut être assez sophistiqué, ça peut se faire au niveau de la couche application, ça peut se faire au niveau de la couche transport, ça peut se faire au niveau de la couche réseau. Et aussi, on peut tenter d'avoir un accès initial qu'on appelle. C'est qu'on fait du bourrage d'identifiants, des attaques force brute ou du password spraying, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de listes qui existent dans Internet, des dictionnaires où il y a les noms d'usagers, mots de passe les plus communs. Donc, il y a 30% du trafic, là, c'est essentiellement ça dans Internet. Donc, on voit dans les médias souvent des exemples à ce sujet. Donc, comme Akamai, récemment, au début du mois d'août, ont mitigé une attaque de DDoS d'un volume très important. Je pense que c'est le plus important qui a été répertorié jusqu'à maintenant, de 419 téraoctets de cochonnerie qui est envoyée pour paralyser des services qui étaient sur Akamai. On a vu récemment aussi en France, lors de l'arrestation du PDG de Telegram, un paquet de services du gouvernementaux et autres du territoire français qui ont été attaqués par des attaques de déni de service de haute intensité. Si on regarde les statistiques qui existent présentement, bon, il y en a plusieurs. Ceci provient du groupe G-Core. On voit que les principales industries qui sont attaquées, il y a eu comme un changement récemment, donc l'industrie du gaming. Parce que les jeux maintenant, c'est tous en ligne, donc ils ont des serveurs, des fermes de serveurs sur Internet qui sont accessibles par des logiciels qui sont sous vos postes de travail, de jeux. Et ça, c'est quelque chose qui s'est répandu ces dernières années. Donc, la plupart des jeux, c'est en ligne maintenant. Donc, les attaques de DDoS, présentement, les dernières statistiques qui existent, il y a 49 qui concernent les industries de gaming. Donc, par exemple, Roblox, qui est un métavers notamment pour les enfants et pour les jeunes adultes. Et tout ça, je regardais ça un peu, ça va l'air le fun, mais ça m'ennuie terriblement, ce genre de choses-là. Mais Roblox, ils font 5 millions par jour de chiffre d'affaires avec leur système. Donc, quand il y a une attaque de déni de service qui attaque ce genre de service-là, c'est de l'argent que ces compagnies-là perdent. Et les compagnies, habituellement, n'aiment pas perdre de l'argent. Donc, c'est un problème auquel ils font face. Donc, il y a les entreprises de technologie, de télécommunications, les services financiers, donc ceux qui offrent des services d'achat d'actions ou tout autre, donc font l'objet aussi d'attaques de déni de service, les médias, le commerce électronique, etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une progression dans ce type d'attaque-là, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement facile à faire. Il y a les outils qui existent facilement, donc un script qui peut très bien le faire. Puis il y a aussi ce qu'on appelle du DDoS as a service, c'est-à-dire que c'est des services qui sont disponibles sur le dark web pour pouvoir lancer les attaques. Donc, ça vous coûte de la crypto-monnaie là, pour pouvoir lancer des attaques. Donc, quelles sont les conséquences? Évidemment, je ne vous apprends rien que ça a des impacts sur plusieurs éléments de la sécurité, notamment au niveau de la disponibilité. Donc, les services, dans le cas des DDoS, deviennent non disponibles. L'intégrité et la confidentialité, c'est-à-dire si on passe à l'autre étape où on réussit à rentrer dans le système, donc on peut altérer des données ou on peut évidemment siphonner des données puis les rendre disponibles par le dark web. Aussi, il peut y avoir des conséquences légales et contractuelles, donc vous devenez responsable de ce qui arrive à vos données. Si vous avez des données de tiers, de clients, de citoyens, etc., etc. Donc, il y a des lois qui s'appliquent maintenant, comme la loi 25 ici au Québec, le RGPD en Europe, etc., etc. Évidemment, il y a des conséquences monétaires, comme j'ai mentionné tantôt, comme pour le gaming. Le Zayo Group évalue que le coût moyen d'une attaque de DDoS, c'est environ 6 000 $ américains par minute. Donc, ça fait des pesos. Ça, dès qu'on a une attaque de DDoS, l'attaque peut être très courte, mais elle peut être très longue aussi. Elle peut être de quelques minutes, puis elle peut durer même des heures par intervalles réguliers.
S'il y a une fuite de données, bon, IBM estime le coût moyen d'une fuite de données à 4,8 millions US. Évidemment, ça dépend de l'envergure de l'organisation. Quelles sont les approches et solutions pour faire face à ça? Donc, il peut y avoir une approche qu'on appelle défensive, c'est-à-dire que vous architecturez votre service, vos systèmes, pour pouvoir mitiger les attaques auxquelles vous faites face, notamment les attaques de reconnaissance et de weaponisation, comme on a vu tout à l'heure. Donc, il y a l'approche Zero Trust, là, qui est à la mode ces temps-ci. Donc, c'est une approche qui est logique, qui existe depuis un certain temps. Donc, essentiellement, c'est authentification des corps chauds et corps froids. Donc, corps chauds, c'est des humains, corps froids, c'est des machines. C'est-à-dire qu'on s'assure que celui qui vient, bon, on le reconnaît, puis il a le droit de se connecter à nous, qu'il ait les privilèges minimums. On fait de la segmentation de réseau pour éviter, bon, si jamais il se passe de quoi, qu'il ne puisse pas se promener de façon latérale ou même verticale. Tout ça rentre dans une optique de ce qu'on appelle le Attack Surface Management. Donc, on gère notre exposition sur Internet et ensuite, on s'arrange pour pouvoir mitiger les risques de façon efficace. Il y a une approche aussi qu'on appelle réactive, c'est-à-dire vous employez des services comme Cloudflare, Akamai, tout ça, c'est-à-dire qui sont réactifs à une attaque de DDoS. Donc, ils peuvent transférer la charge ailleurs, ils peuvent carrément couper du trafic qui vient de certaines adresses IP ou de certains réseaux ou même de sections de réseau au complet. Évidemment, la meilleure approche, c'est une combinaison des deux, là. Donc, qui permet d'apporter une réponse à des attaques de type DDoS, reconnaissance, etc., etc. Ici, ce qu'on voit, c'est une petite histoire du Zero Trust. En 2007, le DISA, qui est un organisme militaire américain, a introduit le concept du Black Cloud. Je vais revenir un petit peu plus tard sur ce concept-là parce que l'idée que j'ai eue, ça répond à la définition du Black Cloud. En 2010, Forrester annonce les principes du Zero Trust. En 2011, le Cloud Security Alliance décrit le modèle qu'on appelle SDP ou Software Defined Parameter. En 2018, bon, il a commencé à apparaître le concept de ZTA, donc Zero Trust Architecture. Et en 2019, il y a une série de types de produits qui sont apparus pour pouvoir répondre notamment aux attaques de DDoS, reconnaissance, etc., etc. Donc, on parle de ZTNA, Zero Trust Network Access, ZTAA, ZTE, SASE, etc. Donc, évidemment, là-dedans, il y a un petit peu de ce qu'on appelle du Zero Trust washing. C'est qu'on prend un produit puis on dit qu'il est Zero Trust, mais bon, c'est marketing, ça paraît bien. Je vais aller un petit peu plus loin dans le concept du Black Cloud. Donc, c'est ce qui est apparu il y a quelques années. Donc, un Black Cloud occulte les systèmes en les dissimulant pour que les entités non autorisées ne puissent les voir. Donc, essentiellement, c'est que l'Internet est vu comme étant un nuage. On veut accéder à quelque chose, mais si tu ne connais pas comment y accéder, si tu n'as pas un indice, un mécanisme quelconque, tu ne sais pas où se trouve la ressource auquel tu veux accéder. Donc, c'est un modèle qui est basé sur le need to know. Donc, c'est mis par le DISA, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait essentiellement? Bien, c'est où est la cible? Où est l'endroit où je veux me connecter? Donc, grosso modo, il y a 3,7 milliards d'adresses IPv4, je précise, qui existent, qui sont accessibles. Puis, vous voyez à l'écran présentement les adresses IP qui sont données aux principaux fournisseurs de services cloud. Parce que, bon, la plupart des services aujourd'hui sont dans le cloud, sont dans le nuage. Donc, évidemment, il y a encore quelques services qui sont in-house, qui sont in-muro, mais on s'entend que la plupart des services aujourd'hui sont dans le cloud. Bon, ça va peut-être changer, mais ce n'est pas demain la veille. Donc, AWS a 100 millions d'adresses IP publiques. Donc, potentiellement, ces 100 millions d'adresses-là sont scannées régulièrement. Il y a même, évidemment, des services cloud qui servent à scanner les autres. En tout cas, il y a un paquet de transferts là-dessus. Azure en a 10 millions, Google en a 6 millions, Huawei en a 2 millions, Alibaba a 1 million, puis IBM Cloud en aurait 500 000. Donc, ces chiffres-là, ils proviennent de ChatGPT que j'ai torturé pour qu'il puisse me donner une réponse qui avait du sens. Bon, ça varie. Certains fournisseurs ne donnent pas cette information. Donc, le SDP, on va revenir sur ce concept-là, qui est intégré quand même par certains fournisseurs aujourd'hui. Il y a Zscaler qui
Zscaler, il y a Checkpoint, il y a d'autres compagnies aussi qui ont des produits qui intègrent le principe du SDP. Essentiellement, c'est le concept qui a été décrit par le Cloud Security Alliance. C'est un modèle de sécurité qui établit un périmètre par le biais d'un logiciel, donc c'est du code qu'on déploie. Donc, ce qu'on a, les éléments importants, c'est qu'on a ce qu'on appelle un contrôleur en haut. On a le client qui est le SDP host, c'est le truc qui se trouve être à gauche. Puis à droite, on a le point d'accès qui est là. Je vais prendre mon sabre laser, ça devrait vous aider à voir. Donc ici, ça, c'est celui qui initie la connexion et il veut se connecter à ces points d'accès. Et ça dépend de la connexion est permise par ce qu'on appelle un contrôleur. C'est qu'il y a un client qui est installé chez celui qui veut accéder, là, qui est ici. Donc, il demande au contrôleur, je veux accéder à ma ressource. Le contrôleur lui donne la permission, puis il avertit le point de chute. Donc, quelqu'un veut se connecter, puis habituellement, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle un magic packet. C'est-à-dire que le client envoie au contrôleur le magic packet pour lui dire, moi, je cogne à la porte, je suis autorisé par le contrôleur et tu me laisses passer. Là, il y a des règles d'accès, de contrôle d'accès qui sont appliquées, tout ça. Donc, c'est dans l'esprit du zéro trust. Cependant, le problème, c'est que les points d'accès sont toujours exposés et fixes. Même s'ils sont hyper sécurisés par le principe du SDP, ça reste quand même une ressource qui est fixe dans Internet. Voilà où le concept que j'ai élaboré, qui s'appelle OTH, pour One Time Host Time, rentre en ligne de compte. L'objectif, c'est de décevoir l'attaquant et réduire la surface d'attaque. C'est-à-dire que les attaques de déni de service, les balayages d'eau par des bots, les tentatives d'accès illégitimes, potentiellement pourraient être maîtrisées par le principe que j'ai énoncé. Donc, OTH est un concept modèle différent pour protéger des accès à des ressources authentifiées. Donc, ce n'est pas fait pour quelque chose qui est public. Donc, ce n'est pas fait pour google.com. C'est fait pour, par exemple, une banque, pour un service financier, pour des jeux, même pour des objets connectés, ça s'applique, parce qu'on autorise quelque chose à se connecter à quelque part. Donc, ça permet de camoufler des ressources dans Internet. C'est parfaitement adapté au cloud. C'est plus facile à mettre en œuvre que le SDP, vous allez voir tout à l'heure. Et c'est évolutif et ça cohabite avec d'autres mesures de contrôle. Donc, ça rajoute une couche, mais ça ne remplace pas un VPN, par exemple. Ça fait juste rendre, ça dissimule une ressource dans Internet. Donc, c'est en cohérence avec le Zero Trust, puis c'est basé sur la connaissance d'un secret partagé, et ça permet ou ça ne permet pas l'accès à une ressource. Évidemment, dès que j'ai eu l'idée, j'ai regardé que, bon, ça existe, tout ça, je dis, bon, c'est intéressant, mais je vais protéger mon idée. Donc, ça fait l'objet d'un brevet. Donc, c'était une longue étape qui m'a coûté beaucoup de sous. Donc, je vais protéger mon bébé. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le concept. Donc, ce n'est pas l'implantation. L'objet du brevet, c'est l'idée. Évidemment, j'ai fait une preuve de concept pour vérifier si ça tenait la route. Donc, je vais aussi glisser quelques mots là-dessus. Donc, ce que je vais vous montrer, ça explique comment ça fonctionne. Évidemment, il y a toujours des particularités techniques qu'on va en parler plus tard. Donc, l'élément important là-dessus, dans ce qu'on voit à l'écran, c'est le truc qui est là. C'est le fameux nom d'hôte d'une ressource où j'exploite au maximum les possibilités du DNS. Donc, évidemment, ce n'est pas un nom qu'on retient par cœur. Ce n'est pas un nom que vous allez taper. Donc, évidemment, il y a des composants logiciels, vous allez voir tout à l'heure, qui nous aident à exploiter ce mécanisme-là. Donc, le principe de fonctionnement, c'est qu'il y a une ressource qui est connue dans Internet grâce à un nom d'hôte, donc on voit à l'écran, et son adresse IP, mais ça existe d'une façon éphémère. Ça existe pendant ce qu'on appelle un cycle. Je vais l'expliquer un petit peu plus en détail. Le nom d'hôte est calculé à partir d'un algorithme qui a comme intrant une clé et le temps. Donc, selon le temps, on calcule le nom d'hôte en question avec la clé. Donc, il y a un processus maître qui s'occupe de créer des points d'accès, qui s'occupe du nommage DNS et l'adresse IP selon l'algorithme et évidemment la clé qu'on y fournit. L'accès à la ressource peut être direct ou à travers un proxy. Donc, l'exemple qu'on va voir tout à l'heure, c'est à travers un proxy. Et un agent qui est installé chez le client
fonctionne aussi selon l'algorithme, qui connaît la clé, puis qui est capable de calculer le nom d'hôte à l'intérieur du cycle dans lequel on se trouve. Donc, il y a des éléments clés là-dedans. Donc, notre actif qui doit être accessible dans Internet, lui, évidemment, il ne doit pas être accessible directement, il doit être accessible à travers le point d'accès que je vais créer dans le temps. J'utilise les services du NTP et des noms DNS. J'utilise des services infonuagiques de type IaaS, infrastructure as a service, et aussi infrastructure as a code. Donc, tout ça est dynamique et codé. La notion de cycle est importante parce que le nom existe pendant un temps X. Et il y a un partage d'un secret entre les parties. Et c'est pensé pour être transparent pour l'utilisateur. Donc, évidemment, il n'y aura pas à taper le nom. Il y a un agent logiciel qui s'en occupe. Et c'est accessible aussi c'est possible de l'appliquer aussi pour des API, Internet des objets connectés, etc. Donc, ce n'est pas forcément uniquement pour des humains. Les prochaines planches que vous allez voir, ça provient d'une vidéo qui explique comment ça fonctionne. Mais on va y aller manuellement parce que, habituellement, les vidéos, ça plante toujours quand on fait des présentations. Donc, ici, on a le fameux hostname qui est là. On a notre client qui est ici, qui peut être un poste de travail, un appareil mobile, un objet connecté, peu importe. Et il y a ce qu'on appelle l'agent, qui est un composant logiciel qui sert à calculer le OTH. Ici, vous avez le master qui sert à gérer le côté service. Donc, évidemment, c'est dans le cloud. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on utilise abondamment les services d'Internet. Et on a une infrastructure. Puis ici, on a ce qu'on appelle notre actif, notre asset. C'est le service auquel on veut accéder. Évidemment, ce asset-là ne doit pas être accessible directement. Si on accède, sa consommation doit toujours passer par l'infrastructure que je mets en place ici. Ici, j'ai mon master. C'est lui qui s'occupe de gérer toute la mécanique pour rendre mes points d'accès disponibles, calculer le fameux OTH, gérer l'échange de clés avec mon serveur. Et évidemment, j'ai mes services DNS et NTP que j'exploite pour pouvoir calculer le OTH. Maintenant, le workflow. Essentiellement, ça explique comment tout ça se séquence dans le temps. Donc, on a la première étape qui est ce qu'on appelle l'embarquement, c'est-à-dire c'est mon client qui se connecte la première fois. Donc, il y a un échange de clés qui doit être fait entre lui et le master. Un coup qu'il a sa clé, bien évidemment, la clé est gérée par l'agent qui est installé chez lui. Après ça, j'embarque dans mon cycle OTH, c'est-à-dire que dans le temps, c'est une boucle qui tourne tant que je ne l'arrête pas. Il y a un OTH qui est calculé pour ma ressource qui est accessible dans Internet. Et le cycle, c'est le contexte qui le détermine. Donc, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 24 heures, ça peut être 1 jour si vous voulez. Sauf que le master, lui, va s'occuper de générer des points d'accès dans le temps, tant qu'on ne lui dit pas d'arrêter, tant qu'on ne lui dit pas que la clé est invalide ou je la mets hors service. Donc, c'est ce qu'on appelle le décommissionnement, c'est-à-dire que ma clé, je la mets hors service. Donc, le client ne peut plus accéder à ma ressource parce qu'il n'y a plus de OTH qui est créé à ce moment-là. Donc, comment tout ça se met en œuvre? Ici, vous voyez, j'ai client onboarding. Donc, tout ça provient d'une vidéo explicative que je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est des copies d'écran. Donc, ça, c'est le début de mon cycle, c'est l'embarquement. C'est-à-dire que, d'un premier temps, mon agent va parler au master, il y a un échange de clés, et la clé est mise dans l'agent qui va y servir de calculer le OTH. Évidemment, le master garde une copie de la clé parce que lui, il faut qu'il travaille là-dessus. Donc, un coup ça fait, c'est qu'à chaque début de cycle, il y a des opérations qui sont mises en œuvre par mon master. Donc, dans un premier temps, il prend la clé, il prend le temps qui est ici, il fait le calcul de l'algorithme pour déterminer c'est quoi le OTH qui va être accessible durant le début de mon cycle. Ensuite, il va demander à l'infrastructure cloud, à travers des API cloud, de créer une ressource. Donc, dans ce cas-ci, mon point d'accès, c'est un proxy vers mon actif. Donc, évidemment, il y a des templates qui doivent exister au préalable pour dire, là, je crée un proxy qui doit être actif. Il y a une adresse IP qui m'est retournée. Et à partir de là, je vais aller créer dans mon DNS, qui est ici, une entrée pour mon point d'accès qui est ici, qui va porter ce OTH-là. Donc,
je fais le calcul du OTH, puis je donne l'adresse IP, puis c'est écrit dans le DNS. Comment je fais ça? Bien là, dans ma preuve de concept, j'ai utilisé les services d'Amazon, qui est Route 53, qui est un service DNS dynamique, donc par programmation. J'ai envoyé les instructions nécessaires pour pouvoir créer cette entrée-là dans le DNS. Donc, tout ça se produit à chaque début de cycle. Durant le cycle, bien, mon client, lui, s'il a besoin de se connecter, tout ce qu'il a à faire, c'est de calculer c'est quoi le OTH pour le cycle dans lequel il se trouve. Donc, il a sa clé, il prend la source de temps, il fait le calcul du OTH, puis ensuite, bien, tout ce qu'il a à faire, c'est d'interroger le DNS pour dire, bon, bien, pour ce OTH-là, c'est quoi l'adresse IP qui est associée, puis là, il accède à la ressource, puis là, il fait les choses auxquelles il a à faire. Donc, évidemment, comme j'ai mentionné tantôt, l'agent, c'est un composant logiciel qui doit être installé dans le poste de travail. La preuve de concept que j'ai faite, c'est que j'ai écrit du code Python. Je l'ai installé dans mon téléphone mobile, donc j'ai un interpréteur Python. Donc, ça, c'est un petit exemple. Donc, à chaque fois que je veux accéder à ma ressource, j'exécute mon agent. Donc, évidemment, ce n'est pas très beau, ce n'est pas une expérience UX, là, mais c'était pour vérifier mon concept. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur l'hyperlien cycle OTH et j'ai accès à mon actif qui se trouve à être derrière le proxy. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur d'un cycle. Si je veux accéder à la ressource lors de l'autre cycle, bien là, l'agent va recalculer le OTH et ça va me donner accès. Si je n'ai pas cette information-là, c'est impossible pour moi d'accéder à ma ressource. Donc, à la fin du cycle, bon, ce que fait le master, c'est que tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'il va détruire l'enregistrement DNS. Et ensuite, bien évidemment, il va détruire mon entrée dans mon infrastructure qui est là. Donc, le OTH qui est là n'est plus valide. Donc, si quelqu'un le capture, il ne pourra rien faire avec s'il l'utilise en dehors du cycle. Donc, évidemment, cette technique-là, ce que ça fait, c'est que ça permet de réduire la surface d'attaque pour une ressource qui est accessible dans Internet. Donc, les bots, bien, s'ils tombent dessus, il va peut-être s'amuser pendant un certain temps, mais après la fin du cycle, la ressource va devenir inaccessible. Donc, évidemment, tout ça, c'est du logiciel qui doit être implanté. Donc, il y a le master qui fonctionne en permanence dans l'infrastructure cloud, et j'ai mon agent qui est sur mon poste de travail, que j'ai besoin de cet agent-là pour accéder à la ressource. Donc, on pourrait très bien imaginer un scénario où c'est un logiciel de jeu, par exemple. Donc, eux, ils ont ce qu'ils appellent des launchers. Donc, c'est un composant logiciel qu'on installe dans notre poste de travail ou dans notre mobile. Donc, le launcher donne accès à un jeu. Il s'agirait d'ajouter la composante agent dedans pour lui dire, bien, quand tu vas accéder au jeu, il fait le calcul du OTH, puis il va se connecter sur le serveur en question. Donc, tout dépend du contexte. Ça pourrait très bien aussi être un agent connecté. Donc, ça pourrait être un senseur environnemental qui téléverse ses données à intervalles réguliers. Donc, le point d'accès API pourrait être protégé par OTH. Donc, à ce moment-là, les attaques de déni de service seraient mitigées. Et ensuite, bien, les tentatives d'accès aussi seraient considérablement réduites. Le décommissionnement, bien, comme j'ai mentionné tantôt, c'est que si jamais on s'aperçoit que la clé est compromise ou que j'ai un client qui se met à faire du trouble ou qui ne paye pas ou quelque chose comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on détruit la clé. Donc, le cycle OTH se termine. Et le client, même s'il y a une clé, si ma clé, je la mets invalide du côté du serveur, il n'y aura plus d'accès à la ressource en question. Les clés, ça peut être, encore là, le brevet explique le concept, sauf que dans l'implantation, une clé pourrait être partagée par plusieurs clients, ça pourrait être aussi par client, donc ça permet d'avoir une certaine granularité sur la chose en question. Donc, à quoi ça ressemble dans le temps? Bien, ici, on a une petite illustration on a mes cycles qui se déroulent comme ça. On a notre Black Cloud qui est là. Et on a ici, dans le temps, tous les OTH qui sont utilisés. Donc, au cycle 1, c'est l'accès à ma ressource. Au cycle 2, c'est l'accès à ma ressource. Donc, c'est la même ressource.
mais le nom change dans le temps. Donc, évidemment, ça prend l'agent, ça prend la clé pour pouvoir déterminer c'est quoi le OTH qui est actif durant le cycle qui est là. Quelques notes concernant l'implantation. Donc, suite à la preuve de concept que j'ai réalisée, donc il y a certains éléments qui sont apparus, comme par exemple, l'implantation dépend du contexte. Donc, est-ce que c'est un système existant ou est-ce un nouveau système? Donc, évidemment, si on conçoit un service en tenant compte de l'utilisation de l'OTH, c'est quelque chose qui est plus facile à faire. Si on prend un service existant, donc il peut y avoir quelques petits ajustements qu'il faut faire. La détermination du cycle de vie est importante aussi, parce que ça dépend toujours du type de système auquel on accède. Donc, un système qui est sessionless, donc il n'y a pas la notion de session qui existe. Donc, c'est facile d'avoir un cycle qui est beaucoup plus court. Si on a un système qui a la notion de session avec des cookies de session, etc., donc là, la notion de cycle, bon, elle peut être un petit peu plus critique. Donc, il faut déterminer c'est quoi le cycle idéal. Donc, si c'est un accès qui est interactif, donc habituellement, les sessions, ça dure soit 1 heure ou 2 maximum. Donc, le cycle pourrait durer 1 heure ou 2. Si on fait affaire avec des API, bon, ça peut être des cycles qui sont beaucoup plus courts parce que la notion de session habituellement n'existe pas ou peu dans le cas des API. Il y a le chevauchement dans les cycles aussi. Parce qu'évidemment, en théorie, ça a l'air beau, mais on s'aperçoit dans la pratique qu'au début d'un cycle, lorsque mon master va lancer une séquence de création de points d'accès dans mon infrastructure cloud, ce n'est pas instantané. Donc, il faut soit je m'organise pour le créer un petit peu avant, mais il ne faut pas que le OTH soit disponible avant le début du cycle. Donc, il y a un tuning à faire là-dessus là, lorsqu'on fait l'implantation, tout dépendant du type de serveur, de service infonuagique qu'on utilise. Donc, moi, la preuve de concept, elle a été faite avec un mélange de AWS et de Azure. Mon master était dans Azure, puis mes ressources qui étaient créées étaient dans AWS, ainsi que le service DNS, parce que j'avais besoin de quelque chose de programmable. Donc, Route 53, le service de AWS, c'est ce que j'ai trouvé de plus complet et de facile à utiliser, mais il peut y avoir d'autres types de services aussi. Il y a aussi la disponibilité d'un service DNS avec programmation, donc Route 53, mais aussi avec la durée du cache, le TTL d'un enregistrement dans un DNS. Donc, évidemment, ça prend un TTL qui est court selon évidemment en correspondance avec le cycle en question. Il y a la notion des cookies aussi. Là. Dans ce cas-ci, évidemment, le nom d'hôte change, mais notre domaine reste pareil. Si on a des cookies, il faut que ça soit associé au domaine, non pas au nom d'hôte. Donc ça, c'est une exigence de la solution. Puis les certificats TLS, bien évidemment, parce que absolument, on utilise toujours HTTPS, il faut que ce soit de type wildcard et non pas associé à un nom d'hôte. Puis ensuite, si je reviens à ça, c'est que ça se peut que certains DLP, Data Lake Protection, là, qui se mettent à triper lorsqu'ils voient tous ces noms-là défiler. Donc, ça peut arriver des fois qu'il faut qu'on fasse des exceptions pour ce type de système qui est là. Donc, en guise de conclusion, je suis à l'intérieur des temps. En guise de conclusion, OTH est un modèle qui permet de réduire efficacement la surface d'attaque d'un actif informationnel. Évidemment, c'est dans le cas d'un accès qui est authentifié ou qui est avec permission. Le modèle peut se combiner avec d'autres mesures de contrôle. Donc, évidemment, des liens chiffrés, authentification avec un niveau de confiance élevé, donc avec certificats ou des clés, tokens, etc. Bon, les domaines d'application, les use cases, scénarios sont nombreux. Donc, ça peut être pour des accès corps chaud, accès interactif pour des humains. Ça peut être pour des expositions d'API, des objets connectés, applications mobiles, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions? Le master, on a été public, non? Pardon? Le master.
Le master en IP public, non? Oui, c'est lui qui s'occupe de créer les enregistrements dans le service DNS. Donc, si je fais une donnée de service sur le master, tout tombe. Si, Si je fais une donnée de service sur le master, euh, pas accessible, donc dans ce cas-là, le master, lui, la fois où un client lui parle, ça peut être un autre chemin que le chemin par lequel il parle à le reste de l'infrastructure qui est ici, là. Mais évidemment, aucun système n'est parfait. ouais. S'il y a une panne au niveau du master, ben là, il s'agit d'avoir des magasins de redondance, etc., etc. OK. Donc, ça, c'est une question d'implantation. OK. Et le cloud API aussi, c'est public, l'IP, c'est public. Ah donc oui, ça dépend du fournisseur de service. Donc, moi, j'ai aucun contrôle sur AWS, là. Ah, OK. Donc, ça, C'est les plus deux, eux qui me contrôlent. donc, les deux, ça dépend de AWS. Donc, si c'est Ben, bien protégé. selon votre implantation, donc ça pourrait être Azure, Oh, oui, ça mais, pourrait être OK. Akamai, ça Mais pourrait c'est eux qui vont être IBM Cloud, etc. dealer avec le DOS vers eux. C'est ça. Puis OK. eux, ils sont déjà équipés là, pour OK. faire ce genre de choses. OK. OK. Merci. Il y a un monsieur ici. Est-ce que ce serait possible que le master soit installé sur un service décentralisé? Possible. Oui. Donc, ça pourrait être un dispositif qui est à l'intérieur de vos murs. Il n'est pas obligé d'être dans le cloud, lui. Mais il faut qu'il puisse parler à une infrastructure cloud pour créer les points d'accès, pour pouvoir créer les enregistrements DNS. Parce que ça prend un DNS public, évidemment, pour qu'il soit programmable. Donc, si vous avez quelque chose qui permet de offrir un service adéquat, équivalent à Route 53, ben ça va faire l'affaire. OK, non, ma question était plus au niveau de la création de la clé master. Si c'était sur un service décentralisé, OK, donc en dehors de ça? la clé serait créée par 7 serveurs Oui, donc, parce que comme je vous ai expliqué, ça, c'est le concept. Donc, lors de l'implantation, on peut faire des ajustements pour être plus résilient, pour décentraliser les actions. Donc, comme par exemple, l'embarquement du client pourrait très bien être fait par une infrastructure à côté. Puis, ce qui est important, c'est que la clé soit connue par, évidemment, lui, parce que c'est lui qui crée les en étant décentralisé, la clé est connue par personne. Chacun a seulement une partie du biscuit. OK, Et à la fin, donc, quand la clé est donc, créée... Vous proposez une variante au Ouais. concept, là. Ouais. Ça pourrait être possible, mais il faudrait étudier la question, là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le brevet a été écrit en conséquence que les variantes sont couvertes aussi par... OK. C'est pas pour le copier, Non, mais c'est seulement pour comprendre où aller Je- plus loin. Parce que moi, j'aime l'idée, mais sur un service décentralisé, la clé maître ne serait jamais connue par personne. Donc, on aurait besoin de 7, 8, 16 serveurs pour arriver à répondre à la clé. Pour reconstruire. Pour la reconstruire, exact. Ça pourrait être quelque chose qui... Mais il faudrait étudier la question, mais Ouais. à première vue, ça semble tenir la route, là. Ouais. Bon, je parlerai après. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, ça termine ma présentation. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, ben, il y a un site web présentement minimaliste sur le truc en question. Puis ensuite, ben, il y a évidemment le courriel, là. Je suis disponible si jamais vous avez des questions ou des interrogations là-dessus. Donc, je vous remercie de votre attention.